Après avoir étudié les métropoles et les espaces de production, il nous faut à présent comprendre les dynamiques des espaces ruraux en France et dans le monde. Pour cela, nous aborderons 4 études de cas proposées par les programmes scolaires et qui nous mèneront en France, en Italie, au Canada et en Inde. Au travers de ces 4 études de cas, nous chercherons à définir ce que sont les espaces ruraux. Nous verrons que leurs dynamiques sont variées à l'échelle mondiale et que leurs fonctions et usages sont diversifiés et qu'ils entretiennent avec l'urbain des relations de complémentarité, mais qui génèrent également parfois des conflits. Pour cela, nous utiliserons plusieurs outils d'information géographique. Google Earth pour les échelles mondiales ou les autres pays et pour les prises de vue aériennes, et Géoportail, le système d'information géographique de l'Institut géographique national, l'IGN, pour les données relatives à la France. Cette vidéo aborde une première étude de cas consacrée aux transformations paysagères des espaces ruraux d'une région française, afin de les définir d'abord, de travailler la méthodologie du schéma de paysage et de préparer le chapitre qui sera consacré à la France. Direction donc la région des Hauts-de-France, et plus précisément son bassin minier. Une première étape nous positionne sur ces photographies aériennes entre Douai, 40 000 habitants, et Valenciennes, 45 000 habitants, qui sont donc des villes au sens de l'INSEE. Au nord, Marchiennes, 4 600 habitants, également une ville au sens de l'INSEE, mais également Riolet, 1300 habitants, classé comme village et donc associé au monde rural. On le voit dans cet espace, l'urbain et le rural cohabitent, et on le voit clairement sur les photographies. Des ensembles bâtis continus, avec une forte densité de population et peu d'espaces naturels ou agricoles, et dans les interstices, des champs, des forêts, des axes de transport, des villes et des villages plus ou moins isolés. Cette cohabitation définit précisément ce que l'on appelle espace rural. Il s'agit d'un espace anthropisé, c'est-à-dire aménagé par l'homme, comme on le voit avec la forme des champs qui n'est pas naturelle, la construction d'habitations ou d'axes de transport. Ces espaces ruraux se distinguent des espaces urbains, fortement aménagés ou anthropisés, comme les villes, mais également des espaces naturels, très peu aménagés, et que nous ne voyons pas ici, pas même dans les forêts, puisque celles-ci ont été façonnées par l'homme. Un espace rural correspond donc à un type de paysage que nous voyons ici. Un espace rural se définit également par des fonctions, distinctes de celles des villes et des espaces naturels. Ici, la fonction agricole est marquée par l'importance des champs et des forêts. On identifie également la fonction résidentielle, c'est-à-dire d'habitation, avec des petites villes et des villages présents sur la photographie. Cette densité d'habitation, assez moyenne puisqu'elle est moins importante qu'en ville, mais plus importante qu'en montagne par exemple, définit un type d'espace que vous connaissez, celui du périurbain. Les espaces ruraux ne sont donc pas des espaces opposés à l'urbain, ils en sont souvent complémentaires. La dernière caractéristique, après le paysage et la fonction, qui nous permet de définir le monde rural, est liée à l'identité. Comment se définissent les habitants de ces villes et villages ? Pensent-ils habiter en ville, à la campagne, entre les deux ? Chacun d'entre eux pourrait avoir une réponse différente en fonction de l'usage qu'il fait de son territoire, l'espace dans lequel il vit. Ainsi, on peut définir les espaces ruraux comme des espaces partageant les caractéristiques paysagères de la ruralité, champs, forêts, etc., occupant des fonctions de production agricole, même si le rural n'est pas toujours agricole, comme on le verra plus tard, et qui définit une identité différente de celle de la ville en fonction des pratiques de ceux qui l'habitent. Comme souvent en géographie, il nous faut passer par l'histoire pour déterminer les dynamiques, c'est-à-dire les transformations, ou dans notre cas les recompositions des territoires. Une fois n'est pas coutume, invitons également la littérature. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Dans l'Incipit de Germinal, Émile Zola, qui place son action en 1865, décrit un homme marchant dans un espace que l'on associe au monde rural, champs de betteraves, chemins creux, etc. Cette action se déroule ici, entre Marchiennes et la ville imaginaire de Montsou, qui pourrait bien être Denain, par exemple, située à 10 kilomètres à travers champs. Par commodité, on s'arrêtera à mi-chemin, à Rieulay, pour étudier les transformations des paysages ruraux dans la région. Anciennement appelé Marchiennes Campagne, comme on le voit sur cette carte d'état-major réalisée au milieu du XIXe siècle, ce village est regroupé autour d'une rue principale. L'habitat y est discontinu, un moulin témoigne de l'activité agricole, et le canal ainsi que les fossés creusés dans ces anciens marais
illustre la manière dont l'homme a aménagé cet espace, probablement depuis le Moyen Âge, puisqu'une ancienne abbaye semble avoir fixé autour d'elle ses communautés villageoises. On est donc bien dans le monde rural pré-industriel. Sur cette seconde carte, qui date de 1955, on voit déjà des transformations importantes. Des routes et une voie de chemin de fer y ont été construites, ainsi que de nouveaux ensembles de logements, plus denses que ceux du village initial. La cité de Cesseval et la cité dite du Nouveau Monde. Ces deux cités sont les témoins de l'industrialisation de cette campagne, que l'on voit mieux sur cette photographie aérienne de 1955, où le vaste espace central est transformé en terri, c'est-à-dire une montagne de déchets d'exploitation du charbon, que l'on voit encore aujourd'hui. Les deux cités sont donc des corons, des habitations ouvrières destinées aux mineurs et à leurs familles. Ainsi, le monde rural peut également avoir une fonction industrielle, puisque celle-ci est alors déterminée par les ressources du sous-sol. La fonction agricole persiste également, comme on le voit sur la photo, avec des parcelles étroites et juxtaposées, exploitées par de nombreux paysans ou par les ouvriers eux-mêmes pour leur consommation personnelle. Sur les photographies contemporaines, on observe une troisième étape de transformation de cet espace. L'activité industrielle a disparu puisque le terri, transformé en carrière en 1975, a laissé sa place à un lac artificiel. Le village s'est densifié, les marques de la modernité sont apparues, une autoroute, des ronds-points, et les espaces agricoles qui existent encore ont été remembrés, c'est-à-dire que les parcelles ont été regroupées pour en faire de plus grandes, ce qui témoigne de la baisse du nombre d'agriculteurs, de l'augmentation de la surface de leurs exploitations, liée à la mécanisation du travail agricole et à une production plus intensive. Les marques du rural n'ont donc pas disparu, mais elles se sont progressivement transformées jusqu'à aujourd'hui, et le paysage en garde les traces ainsi que l'histoire. Comme on l'a vu, les espaces ruraux sont historiquement marqués par la multifonctionnalité, puisqu'ils peuvent avoir des fonctions agricoles, des fonctions industrielles, ou même des fonctions récréatives pour les habitants de la ville qui viennent s'y promener. Aujourd'hui, cette multifonctionnalité s'est accentuée et le paysage nous renseigne également sur ses fonctions, tout comme cette carte de l'usage des sols qui en montre la diversité. La fonction agricole persiste avec des exploitations de grande taille, des serres, du matériel agricole moderne, ce qui permet la persistance d'une activité nourricière pour cet espace. Des activités économiques, artisanales ou industrielles coexistent également, profitant de l'espace, moins cher qu'en ville, mais également de la proximité des axes de transport comme l'autoroute. La fonction résidentielle est également présente dans les anciennes cités ouvrières qui ne servent plus à la mine locale, mais qui hébergent des travailleurs périurbains et qui nécessitent de petits services nécessaires à l'économie présentielle, c'est-à-dire aux personnes habitant sur place. Un supermarché, un collège, des équipements sportifs. Cette fonction résidentielle a également contribué à l'étalement urbain de ces villages qui est ici limité puisqu'une importante offre de logements existait déjà. Des habitants d'origine subsistent dans les centres-villages où certains maintiennent une existence semi-rurale. D'autres fonctions viennent compléter ce panorama. Une fonction récréative avec la création d'une base de loisirs sur le lac artificiel de l'ancienne carrière, une fonction culturelle avec le musée de la mine de Leeuwarden qui fait revivre dans les galeries reconstituées l'évolution des techniques et de la vie des ouvriers de la mine, valorisant ainsi un patrimoine, les bâtiments comme le chevalement et l'histoire encore récente des habitants de cet espace. Un peu plus loin à Neux-les-Mines, une station de ski artificielle a même été créée sur un ancien terri. On le voit, cet espace rural de type périurbain est largement aménagé et pratiqué par ses habitants qui en ont largement varié les fonctions. Cette dynamique de recomposition, c'est-à-dire de réorganisation des usages d'un espace en fonction des transformations intérieures ou extérieures, s'est accélérée, notamment avec la métropolisation et la mondialisation. La mondialisation a en effet modifié l'usage de cet espace avec la disparition de l'industrie, délocalisée dans d'autres régions du monde, mais également avec le développement des transports dont témoigne ici l'autoroute. La métropolisation a également permis de transformer cet espace avec le développement des villes qui a entraîné leur périurbanisation. Cette recomposition des espaces s'est donc accompagnée d'une recomposition de sa population et de ses manières d'habiter. Cette coexistence des fonctions et des populations entraîne elle aussi des transformations et potentiellement des conflits d'usage.
Pour conclure cette étude de cas, il nous faut aborder une notion qui sera utile dans le chapitre, celle des conflits d'usage. En effet, la définition des espaces ruraux contemporains en France nous a fait comprendre qu'ils n'étaient pas seulement agricoles, et qu'ils n'étaient pas non plus des espaces naturels, et que cohabitent des populations avec des modes de vie différents. Cela nous permet dans un premier temps de montrer que les campagnes connaissent un renouveau social et économique, encouragé par la diversification des fonctions, ce qui permet à Rieulay, par exemple, de maintenir une population plus importante que par le passé. Le mode de vie rural n'est pas un mode de vie paysan, mais souvent un choix de la part des nouveaux ruraux qui y trouvent un cadre de vie adapté à leurs envies et plus abordable financièrement. Ni vraiment urbain, ni vraiment rural, les espaces ruraux périurbains concernent aujourd'hui près de 30% de la population française et connaissent une évolution rapide. Pour en revenir au conflit d'usage, ils naissent des représentations que les habitants se font de leur espace. Ainsi, l'agriculteur perçoit son territoire comme un espace de travail, où il circule avec des engins agricoles bruyants et qui peut provoquer des nuisances. En revanche, pour le naveteur périurbain qui habite dans cet espace et travaille en ville, cet espace est avant tout celui d'une qualité de vie peu compatible avec les travaux des champs. Le néo-rural, souvent jeune, ancien urbain, venu s'installer à la campagne par conviction, voit lui dans la nature un espace à préserver et peut s'opposer par exemple à des usages traditionnels comme la chasse. Ces représentations peuvent donc donner lieu à des conflits, mais témoignent surtout de la vitalité de ces espaces et de leur importance dans la géographie française. Une importance que nous aurons l'occasion d'approfondir dans le chapitre et donc une vidéo qui leur sera consacrée. Pour terminer cette présentation et travailler la méthode du schéma de paysage, je vous invite à vous rendre sur le site remonterletemps.ign.fr et d'identifier un espace rural proche de votre domicile ou que vous connaissez personnellement. Tapez son adresse dans le champ de recherche. Dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez Photo aérienne de 1950. Dans la partie droite, Photographie aérienne. Et dans chacune des fenêtres, l'espace s'affiche à 2 époques différentes. Vous pouvez modifier le mode de vue à droite. Amusez-vous à repérer les différences, variez les jeux de calque pour mieux identifier les éléments, et si vous voulez vous entraîner au schéma de paysage, tracez un cadre qui correspond à la zone d'étude et reportez les zones qui correspondent aux usages du territoire, en étant attentif à la répartition des champs notamment. Répétez la même opération avec les photographies contemporaines. Voilà 2 schémas de paysage qui peuvent illustrer cette étude de cas.